CFA. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Il s'agit, on revient tout simplement sur ce qui avait été posé comme question à l'audience précédente. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Oui, je reconnais les faits. Vous êtes prévenu également de vous être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, enrichi en vous servant de deniers matériels, titres, actes, objets ou effets ou tout autre moyen appartenant à l'État en l'espèce des sommes d'argent d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Il s'agit de faits prévus et réprimés par l'article 332-24 du Code pénal. Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Oui. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Président. Après la notification des charges que vous venez de faire, nous ne savons pas si vous allez poursuivre l'instruction avec notre client. Nous allons donc demander à faire valoir des observations préalables. Maintenant, s'il faut que vous finissiez de notifier aussi aux autres prévenus les charges qui pèsent contre eux, on peut attendre, avant en tout cas le début de l'instruction. La SCPAG et GA, Oui, Monsieur le Président. à l'occasion donc du RP 082, me semble-t-il, les exceptions qui devaient être formulées ont été formulées. Est-ce que vous avez entendu faire des exceptions, soulever des exceptions ou faire des observations? Nous entendons soulever une exception. Allez-y, le tribunal vous écoute. Je vous remercie, Monsieur le Président. On peut aller plus rapidement, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et nous avons donc sur votre table une procédure objet du RP 091/2024. J'ai bien cru entendre du 3 décembre 2024. À l'entame donc de ce dossier, j'ai bien noté qu'il s'agissait d'une duplique de l'ancien RP. Et donc, ce nouveau RP, ce nouveau dossier, si je peux l'appeler ainsi, fait suite donc au JADD qui avait été rendu le 3 décembre 2024. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler les principes généraux qui définissent notre droit pénal, notamment les articles 111-1 à 111-9 du Code pénal. Précisément, l'article 111-2 du Code pénal dit que, il prescrit que la loi pénale est d'interprétation stricte. La loi pénale, elle est d'interprétation stricte, y compris la procédure pénale, cela va sans dire. Ce sont nos principes
généraux du droit. Alors, l'article 5 de notre Constitution, Burkina Faso dit que la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement aux faits punissables. Je note aujourd'hui que vous entendez juger M. Thieyan Amidou sur la base, je dirais, d'un JADD et sur la base d'une discontinuation ou d'une disjonction des poursuites. Nous pensons que cette procédure et ce procédé manquent de base légale. Parce que pour être jugé devant votre juridiction, suivant la procédure des flagrants délits, telle que définie par les articles 321-15 et suivants du Code 321-15 et suivant du Code de procédure pénale, il y a toute une procédure à suivre. En tout cas, nous ne pensons pas que juger quelqu'un sur la base, je dirais, de discontinuation, de disjonction de poursuite, je ne dis même pas procédure, hein, c'est un lapsus de poursuite, soit en tout cas une voie indiquée par notre droit positif. En l'occurrence, de toutes les 703 dispositions du Code de procédure pénale, j'ai laissé tomber expressement 704 et 705 qui ne légifèrent pas à proprement parler. De toutes les dispositions du Code de procédure pénale, on ne peut pas juger un prévenu sur la base d'une disjonction de poursuite. Ce ne sont pas les voies prévues donc par notre Code de procédure pénale et l'article 5 de notre Constitution nous l'interdit formellement. On n'a pas fini. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, nous voudrons humblement rappeler que même pour procéder à un renvoi d'un dossier pendant devant votre juridiction, vous y êtes autorisé par l'article 321-19 du Code de procédure pénale. C'est dire donc que la base légale et partant le principe de légalité dans tous les actes posés devant le tribunal aux fins de juger un prévenu est fondamental et est constitutif du procès équitable, Monsieur le Président. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que l'article 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples impose à nos États, donc à l'État du Burkina Faso qui est parti, d'instituer des juridictions indépendantes. Et cette charte, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, a fait l'objet d'interprétation par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple qui a émis des directives et des principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique, adoptées donc par nos États le 29 mai 2003. Et ces directives et principes qui s'imposent au sein de tous les États membres donc, de la Charte africaine, qui ont adhéré donc à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, traitent spécifiquement donc, des principes applicables à toute procédure judiciaire. Et au terme de ces principes, cette charte nous explique ce que c'est qu'un procès équitable et ce que c'est qu'une juridiction indépendante. C'est le point 4, petit 2, donc de ces directives-là, encore une fois, qui ont été adoptées le 29 mai 2003, qui dispose que l'institution juridictionnelle doit être créée par la loi pour rendre des décisions au sujet des questions qui sont de sa compétence sur la base du droit, mais surtout, conformément aux procédures prescrites. Conformément aux procédures prescrites. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez rendre justice de façon équitable que si vous rendez justice en fonction des procédures qui sont prescrites. Cela sous-entend donc que ces procédures, comme le rappelle l'article 5 donc, de notre Constitution, aient été publiées
et promulgué et publié pour être opposable donc valablement donc au prévenu qui est déféré donc devant votre juridiction. Donc le principe donc de respect des procédures est un principe qui est cardinal. Or nous constatons en l'espèce que lorsque nous compulsons notre code de procédure pénale, nous ne voyons aucune disposition qui permet à votre juridiction de retenir un dossier sur base de discontinuation donc de poursuite. C'est au bénéfice donc de ces observations, Monsieur le Président, que nous estimons que la procédure suivie pour vous permettre aujourd'hui d'entendre et juger notre client sur la base de dispositions légales inexistantes doit être frappée de nullité. Et les actes bien entendu subséquents que vous allez poser sur la base donc d'un dossier retenu sans base légale qui justifie que notre client comparaît ce matin devant votre juridiction doit être purement et simplement annulé et conformément donc à l'article 321 6 du Code de procédure pénale, nous vous prions de bien vouloir envoyer le ministère public à ce pourvoi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, avez-vous des observations? Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons écouté attentivement les observations des conseils de M. Tanya, mais j'avoue que jusqu'à présent, je n'ai pas bien identifié l'exception. Ce que je comprends dans leur intervention, ils attaquent plutôt le jugement avant du droit du tribunal. Alors que nous savons très bien que concernant les décisions du tribunal, il y a des voies de recours. Et les conseils ne doivent pas l'ignorer. Mais je comprends. Ils sont dans cette logique de dilatoire que nous avons depuis là dénoncée. Et à défaut de trouver donc des exceptions assez pertinentes, alors ils veulent demander au tribunal de rapporter, si je comprends très bien, sa décision d'avant du droit qui permettait donc la disjonction des poursuites pour permettre donc de continuer l'instruction du dossier avec les infractions, sans l'infraction de blanchiment de capitaux. Alors, Monsieur le Président, ce que j'ai pu noter, il vous demande donc de déclarer la nullité des poursuites et envoyer le ministère public à mieux se pourvoir. Je pense que si on peut résumer, c'est le sens de leur exception. Alors, il faut déjà noter, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas de nullité sans texte. Il faut le dire déjà. Alors, pour nullité de quelle procédure? Il faut dire que le tribunal a été saisi donc sur la base des PV d'interrogatoire de flagrant délit. Est-ce qu'il y a des nullités qui entachent donc ces PV d'interrogatoire de flagrant délit? À notre connaissance, non. Est-ce que le jugement avant du droit, par lequel le tribunal ordonne la disjonction du procédure pour pouvoir permettre donc à la Cour constitutionnelle de connaître l'exception soulevée et pouvoir poursuivre avec les autres infractions illégales, il n'y a pas de base légale qui permet donc de l'affirmer. Ce que je sais, la loi permet donc au président du tribunal, au tribunal saisi, lorsque les causes donc de la procédure l'exigent, de prononcer une jonction de procédure dans l'intérêt de la procédure. Alors, à contrario, il peut arriver effectivement que dans l'intérêt donc même des personnes poursuivies, on fasse une disjonction de procédure pour une meilleure prise en compte de leur droit à la défense. Alors, nous l'avons tantôt relevé. Si nous avions effectivement, à cette étape, refusé donc de faire cette disjonction, il faut dire que les personnes qui sont détenues depuis un certain temps vont le rester jusqu'à ce que le tribunal, jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle se prononce. Alors qu'on le sait, la loi donne un mois au tribunal, à la Cour constitutionnelle pour se prononcer. Est-ce que le fait d'ordonner la disjonction de procédure est attentatoire au droit de défense de M. Tanya? Monsieur le Président, vous l'aurez remarqué, c'est pur dilatoire. Au contraire, ça permet à M. Tanya, qui semble stressé depuis qu'il est devant votre tribunal donc pour répondre des faits qui lui sont reprochés, ne cesse donc d'inventer des dilatoires pour repousser donc
l'échéance donc des débats au fond. Il faut noter également qu'il a convulsé à plusieurs reprises devant votre tribunal. Et nous estimons effectivement que c'est le stress donc, de l'entente de son jugement qui l'amène effectivement à, par moment, donc, vouloir fuir la responsabilité donc, en voulant repousser, coûte que coûte, la date, donc, pour repousser donc, la date donc, des débats au fond. Donc pour nous, c'est le plus dilatoire. C'est le plus dilatoire. Les conseils donc, des partis savent très bien, s'ils doivent attaquer votre décision, ce n'est pas devant vous, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas fondé à rapporter, c'est apparemment le terme de leur exception, à annuler ce jugement avant du droit qui ordonne donc la disjonction de procédure. Pour nous, c'est du pur dilatoire, comme ils l'ont toujours donc pris, comme ils l'ont toujours donc adopté depuis donc, le début de cette procédure. Pour nous, Monsieur le Président, il y a lieu donc de rejeter tout simplement leur exception, parce que mal fondée. Et si vous devez effectivement, si vous estimez que cette exception peut être retenue devant votre barre, le ministère public vous requiert donc de joindre l'exception de fond pour que nous puissions donc penser au débat. Pour que nous puissions passer au débat. Je passe la parole au procureur s'il veut ajouter autre. Non, je pense que vous avez tout dit. Hein. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on a soulevé une fois. Alors, je disais qu'il y a deux choses dans leur observation, exception, parce que le terme est assez ambivalent. Ils ont eux-mêmes eu des difficultés à utiliser un terme juste. On a d'abord dit observation, puis on a dit exception. Mais à écouter, il ne s'agit pas d'exception, il s'agit d'observation. Parce que, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'interjeter appel de votre JADD devant vous-même. C'est embêtant pour eux, c'est embêtant pour tout juriste. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Je ne sais pas comment, par quel mécanisme on peut vous demander, Monsieur le Président, je ne sais pas, d'infirmer votre jugement par lequel vous avez dit que le dossier a été scindé en deux. C'est ce qu'on vous demande en définitive. Ce n'est pas du droit, ça. Ce n'est pas du droit. Premier élément. Deuxième élément, on vous dit d'annuler. C'est ce qu'il avait utilement rappelé. On vous dit d'annuler, je ne sais pas, là encore on a des difficultés. C'est quoi on annule? Est-ce que c'est un acte de la procédure qu'on annule? Est-ce que c'est la procédure entière qu'on annule? On ne vous dit pas. On dit, bon, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. En réalité, Monsieur le Président, vous avez observé, vous avez remarqué, le mot dilatoire, je n'aime pas l'utiliser. Mais en définitive, on convainc tous que c'est vraiment du dilatoire. Si vous regardez, Monsieur le Président, les conditions dans lesquelles les gens se sont déportés à l'audience passée, ce sont les mêmes conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Moi, je suis gêné qu'il y ait une nouvelle constitution, sans qu'on ait dit qu'il y a un élément nouveau qui justifie cette constitution. Sinon, c'est pour vous ramener à la même chose. Il s'agit purement et simplement du dilatoire. Et nous pensons vraiment, puisqu'on ne peut pas dire que c'est une exception pour laquelle on allait vous dire de la joindre au fond, nous pensons que ce sont des observations qui n'ont pas lieu d'être. Et nous pouvons aller, en tout cas pour ce qui concerne le ministère public, au fond, en définitive. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le procureur. Autre réaction de l'État ou de l'agent judiciaire ou du RENLAC? Nous allons commencer d'abord par l'État. Merci bien, Monsieur le Président. Pour notre part, le parquet a vidé en tout cas nos observations. Nous voulons simplement insister que les mêmes dispositions qui ont été visées vous permettent justement de poser l'acte qui a été posé, à savoir donc le jugement avant du droit, puisque l'article 5 de la même Constitution ne vous interdit pas de prendre un jugement avant du droit et de demander au parquet, sur la base, bien sûr, du Code de procédure pénale qui lui reconnaît donc l'opportunité de poursuite, de procéder à une disjonction. Je pense très bien que le fondement majeur, c'est véritablement la question donc de l'opportunité de poursuite et de votre droit à décider par jugement avant du droit avant de trancher le fond de chaque affaire. Donc voilà les deux éléments et qui ne posent aucunement pour nous aucune entrave au principe de légalité parce que les infractions pour lesquelles vous allez devoir justement interroger M. Teyan sont bien et belles prévues par la loi et rien n'interdit qu'effectivement vous puissiez prendre un jugement avant du droit à ce stade donc de la procédure. Deuxièmement, pour ce qui concerne la question donc de la non-rétroactivité, nous pensons qu'aucune nouvelle loi n'est intervenue entre le 3 décembre et aujourd'hui pour justement que vous allez appliquer.
Donc, c'est toujours les mêmes lois qui existaient au 3 décembre qui vont être appliquées. Donc, nullement, aucun des principes invoqués ne fait l'objet de violation. Et nous voudrons donc indiquer clairement que les observations, ou à tout le moins, si ce sont des exceptions, ne sont pas du tout fondées. Et si vous devriez avoir une réserve et faire preuve donc de précaution, et si vous considérez cela comme étant des exceptions, nous vous prions de bien vouloir donc les joindre au fond et de pouvoir passer au débat de fond. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal vous remercie. Le Renlac. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais avant tout respectueusement solliciter de mes conseillers, mes éminents conseillers, une clarification, comme l'a évoqué le parquet. Quelle est concrètement la conséquence juridique qui est demandée consécutivement à cette exception soulevée? Je ne l'ai pas bien entendu. Je demande humblement et respectueusement si on peut me la répéter. En fait, on demandait la nullité de toute la procédure pour défaut de base légale. Et conséquemment à l'article 321-6 du Code de procédure pénale, nous avons demandé donc à votre juridiction de renvoyer le ministère public à ce pourvoir. Nous aurons l'occasion de réagir aux observations faites par le parquet. Parce que il y a une notion qui a été soulevée que nous n'avions même pas évoquée, mais ça nous conforte même dans notre position quand nous demandons à votre juridiction de déclarer toute la procédure nulle et de nul effet et de renvoyer donc le ministère public à ce pourvoir. Le tribunal prend note de vos observations. Oui, maître, vous avez la parole. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. Ainsi, donc, c'est une nullité qui est soulevée sur le fondement de l'article 326, ai-je entendu, 321-6. Je vous prie, Monsieur le Président, que nous lisions cet article 321 un sixièmement. Voici ce que dit l'article 321-6. Le tribunal correctionnel peut, le ministère public et les parties entendues, prononcer l'annulation de toute ou partie des actes qu'il estime atteints de nullité, et hors les cas prévus à l'article 261 et 118 de la présente loi, décider si l'annulation doit s'étendre à toute ou partie de la procédure. Lorsqu'il annule certains actes ou parties d'actes seulement, il doit les écarter expressément à des débats. Au cas où la nullité de l'acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, il leur donne un supplément d'information si la nullité est réparable ou, s'il échec, il renvoie le ministère public à se pourvoir. Les parties donc peuvent renoncer à se prévaloir de cette nullité. Et je pense ainsi de suite. En lisant cette disposition, moi je pense simplement que la disposition évoque juste la faculté qui est offerte à votre juridiction de prononcer une nullité. Mais la disposition ne nous dit pas le fondement de la nullité. Donc je ne pense pas que le fait de dire que vous pouvez ordonner une nullité permet de justifier une nullité demandée. Sous réserve de ce que mes éminentes consoeurs nous donneront comme base légale, parce que justement j'ai bien aimé le mot qu'elles ont utilisé, elles ont dit que ça manque de base légale. Alors je pense qu'on peut leur envoyer le même argument. Cette demande de nullité manque de base légale. Parce que le tribunal puisse évoquer, prononcer une nullité, c'est clair que c'est possible, mais il faudrait que cette nullité soit fondée sur une législation bien précise. Quelle est la disposition qui dit que lorsqu'il y a disjonction dans une procédure, cela fait encourir à la procédure la nullité? Bon, enfin, je ne la connais pas, je ne l'ai pas entendue, mais je suis tout de suite que nous puissions discuter
sur cette disposition. Ensuite, mais je veux bien même supposer qu'il s'agisse d'une nullité sans texte. Mais Monsieur le Président, Monsieur le juge, de quoi il est question? Il est question que la procédure serait nulle parce qu'il y aurait eu disjonction. La disjonction, à ce que je sache, est une mesure d'administration judiciaire. Bon, je ne vois pas en quoi une mesure d'administration judiciaire ne peut pas être prise dans un dossier si l'on estime que pour une bonne administration de la justice, il est possible de disjoindre. Est-ce que les parties peuvent faire appel d'une mesure d'administration judiciaire? Moi, je pense que non. Mais qu'à cela ne tienne, si une partie souhaite faire appel contre une décision d'administration judiciaire, elle peut. Et la Cour d'appel l'appréciera. 3, est-ce que le fait qu'il y ait 2 RP entraîne une nullité? À mon avis, non. Pourquoi? Parce que pour moi, les questions d'RP, la mesure de disjonction, il faut la concevoir, à mon avis, à 2 niveaux. Il y a la décision qui ordonne la disjonction et l'acte matériel du parquet qui fait la distinction entre les pièces. Les questions de RP, c'est le rôle du parquet. Les questions de RP n'ont, de mon point de vue, aucune incidence juridique sur la saisine d'une juridiction. La juridiction est saisie par un dossier, soit par voie de flagrant délit, ou soit par voie de citation directe, par enrôlement du parquet. Est-ce que le dossier est enrôlé? Oui. À la limite, si on estime que c'est 2 dossiers, à mon avis, qui ont été enrôlés, si les parties sont les mêmes, que les causes sont identiques, il convient juste de les joindre pour ceux qui sont là, concernant cette affaire. Et enfin, Monsieur le Président, Monsieur les juges, sur la question des nullités, je pense que le régime juridique des nullités est prévu par notre code de procédure civile, pénale, pardon. Ce sont bien les articles 321, 5 et 6. 321, 5. L'article 321, 5 dispose comme il suit. Le tribunal correctionnel saisi de l'action publique est compétent donc pour statuer sur toute exception de nullité. L'article 321, c'est 321.4, pardon, 321.5, les exceptions tirées donc de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine donc de forclusion être présentées avant tout au fond. Et 321.6, le tribunal correctionnel peut, le ministère public et les parties entendues, prononcer donc l'annulation comme ça a été décidé. Mais il a rappelé qu'aucune nullité selon le code de procédure pénale ne peut être prononcée si la partie qui l'invoque ne peut pas justifier d'un grief. Donc, pour répondre dans l'intérêt juste du droit, même s'il s'agit d'une exception, d'abord, elle n'a pas de fondement juridique, ensuite, elle n'est pas fondée en droit, et enfin, même si elle existait, la partie qui l'invoque ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qu'il subit de ce fait-là. C'est pour cela que moi je pense que, en partageant l'avis de l'AGE sur cette question, moi je prie respectueusement, si vous considérez que c'est une exception qui a un fondement légal et qu'on peut continuer, c'est de joindre l'exception au fond, et au moment de vous prononcer, de dire que cette exception n'est pas fondée en droit, la rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Le tribunal prend note de vos observations également. Nous allons permettre au Conseil du prévenu de prendre pour la dernière fois la parole, afin de nous permettre donc d'aviser. Oui, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, voyez-vous, la question qui nous occupe ce matin est une question de pur droit. Et c'est une question qui est essentielle et fondamentale. Quand le parquet a pris la parole, j'aurais été à l'aise si on nous citait un article de notre code de procédure pénale qui vous permet de juger notre client après discontinuation de poursuite.
le parquet a bien fait de relever que l'article 321, 8, prévoit que lorsqu'il y a plusieurs procédures qui visent des faits connexes, votre juridiction peut ordonner donc la jonction des procédures. C'est donc dire que contrairement à ce que Maître Farama vient de vous dire, la disjonction de poursuite n'est pas une mesure d'administration, bonne administration de la justice. Bien au contraire. Pour pouvoir joindre des procédures différentes qui sont pendantes devant votre juridiction, la loi vous en donne la base légale. Pour tenir cette audience ce matin sur discontinuation de poursuite, quelle en est la base légale? Le principe de la légalité et le principe d'être jugé sur la base de toutes les lois, notamment procédurales, qui existent dans notre pays, est un principe essentiel de défense, de droit de la défense. Et nous avons tantôt dit que ça viole le principe donc du procès équitable. Notre client ne peut pas se voir opposer des règles procédurales qui ne sont pas prévues par le code de procédure pénale et pour lesquelles il ne peut pas se défendre en réalité. L'absence de base légale est une violation grave des droits de la défense et de la tenue donc du procès dans ces conditions. Que ça lui pose préjudice, oui, parce qu'il n'a pas été à même de se défendre sur la base de textes qui n'existent pas. C'est pour ça que nous pensons que, humblement, vous rendrez justice, parce que vous êtes garant du respect donc de toutes les dispositions légales qui sont prévues. Nous ne contestons pas le JADD qui a été rendu. Nous exercerons les voies de recours telles que la loi le prévoit. Mais nous contestons le fait que notre client puisse être jugé ce matin sans qu'on nous indique de la part de la partie même qui poursuit quelle est la base qui lui permet de faire comparaître ce matin notre client devant votre barre pour être jugé. C'est juste de cela qu'il s'agit, Monsieur le Président. Et donc, nous rappelons que, conformément aux instruments internationaux, il y a une violation des dons du procès équitable qui tient à ce que le droit soit dit en fonction du fond du droit, mais aussi dans le respect donc, des procédures qui ont été régulièrement donc, prises et promulguées au Burkina Faso. C'est le sens de notre observation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour aller dans le même sens, pour abonder dans le même sens, nous, ce matin, quand vous avez appelé le dossier, nous avons même entendu RP 082. Nous savons tous très bien que c'est l'ancien dossier et qui a été frappé d'une exception d'inconstitutionnalité. Aujourd'hui, vous avez vu un peu l'embarras qui s'affichait sur le visage de tout le monde quand vous avez parlé d'un nouveau RP 091 de l'année 2024. Le parquet a pris la parole pour parler d'un autre RP aussi 93 qui existerait dans le circuit. Ce que vous avez appelé, et ce dont nous traitons, c'est le RP 091 de l'année 2024. Si j'ai bien entendu les notifications, c'est un nouvel acte de poursuite. C'est un acte de poursuite contenant 4 infractions. Faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite, détournement des deniers publics. Monsieur le Président, c'est un nouvel acte de poursuite. Nous n'avons pas été nouvellement poursuivis, Monsieur le Président. Je vous le dis carrément. Nous n'avons pas été nouvellement poursuivis. Tout ça, c'est pour abonder à la nullité de la procédure que nous vous avons demandé tout à l'heure. Alors, l'acte de poursuite, c'est un acte de procédure par lequel le ministère public saisit votre juridiction. L'article 321-9 du Code de procédure pénale a prédéfini les modes de saisine de votre juridiction. Vu que c'est un nouvel acte de poursuite, comment il fallu procéder? Je pense que c'est aussi bien défini à l'article 321-15 qui renvoie à une autre disposition, donc l'article 251-32 de la présente loi. Et je vous lis l'article 321-9 qui dit que le tribunal correctionnel que vous êtes est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, ce n'est pas le cas,
soit par la comparution volontaire des parties dans les conditions prévues par l'article 321-10. Ce n'est pas le cas encore. Ou par la citation délivrée directement aux prévenus et aux personnes civilement responsables de l'infraction. Ce n'est pas encore le cas. Soit enfin par l'application de la procédure de flagrant délit. C'est le cas ici. Vous êtes saisi par une procédure de flagrant délit. Il y a eu effectivement un acte de poursuite de par le passé. 082, c'est considéré que le ministère public l'a numéroté. Donc, nous avons été poursuivis sur la base de 5 infractions. Sur la base nous avons répondu donc point par point à ces 5 infractions. Et donc, nous étions venus ici pour être jugés sur ces 5 infractions. Aujourd'hui, on envoie un nouvel acte de poursuite qui saisit votre juridiction. Or, le mot de saisine là manque de base légale parce que aucune de ces 4 infractions n'a été, en tout cas, sur ce nouvel acte de procédure là, notifié à notre client Tian Amidou, Monsieur le Président. Alors, l'article 300... Maître, s'il vous plaît, on va aller un peu plus rapidement. Voilà. J'y vais rapidement. Pourtant, je pense que j'ai une diction assez rapide. Je parle très vite, Monsieur le Président. Mais je vais vous lire quand même la disposition. Quand je dis plus rapidement, c'est d'aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que tout ce que je dis ici, participant des droits de la défense, est essentiel. Mais je vous remercie néanmoins pour le rappel. Alors, l'article 251-32 du Code de procédure pénale prescrit que la manière dont il faut procéder en matière de flagrant délit, lorsque la personne veut être déférée donc, devant votre juridiction, 321-15 qui ramène donc à l'article 251-32. Désolé, la page est grande. 251-32. En cas de flagrant délit, voilà ce que dit la disposition. Lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, comme c'est le cas en l'espèce, le procureur du faso peut mettre la personne sous mandat de dépôt après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. Est-ce que c'est le cas dans l'acte de poursuite qui est devant vous ce matin, Monsieur le Président? Monsieur Tian Amidou n'a jamais été mis sous mandat de dépôt et il n'a jamais été interrogé ni sur son identité, ni sur les faits qui lui sont reprochés pour que cet acte de poursuite-là puisse vous saisir conformément à l'article 321-9 du Code de procédure pénale. C'est pourquoi nous disons donc que votre saisine manque totalement de base légale. Si tant est que cette saisine ce matin se fonde sur une discontinuation de poursuite et je relève qu'il y a une différence à faire entre une jonction de procédure et une disjonction de procédure par rapport à cette notion que notre code de procédure pénale ne connaît pas, c'est-à-dire la disjonction de poursuite. Mais nous ne sommes pas, comme on l'a dit, en train de critiquer votre JADD. C'est la manière dont on vous a saisi pour que vous jugiez M. Tian Amidou ce matin qu'il est question, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi nous disons donc de tirer de tout ce que nous venons de développer conséquence sur la base de l'article 321-5 et 6 du Code de procédure pénale qui prescrit que, à notre sens, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de fortune être présentées avant toute défense au fond. Les parties ne peuvent invoquer une nullité que lorsqu'elles étaient recevables à la soulever en application de 261-118 à 261-122 de la présente loi. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 331-16. Si je repars dans toutes ces dispositions que j'ai listées, je pense que vous allez m'interpeller. En tout état de cause, nous demandons à votre juridiction l'annulation de tous les actes, de l'acte notamment de poursuite qui est devant vous, objet du RP 091 de l'année 2024, pour n'avoir pas du tout suivi les formes et les procédures prescrites par les dispositions que j'ai rappelées antérieurement. Et renvoyer donc, déclarer donc la procédure, toute la procédure, à partir de maintenant nulle, et renvoyer le parquet à ce pourvoi. Je vous remercie.
Le tribunal prend note de vos observations. Oui, maître, vous entendez réagir? C'est juste pour des clarifications, Monsieur le Président. Il est indiqué que il y a une nouvelle saisine du tribunal. Ce n'est pas ma compréhension. Le tribunal avait déjà été saisi. Dans la mesure d'administration, le tribunal a décidé de séparer les deux procédures pour parler de façon très simple. Est-ce que le fait de matérialiser au parquet cette séparation pour vous permettre de savoir qu'il s'agit de tel dossier, donc de blanchiment de capitaux, et tel autre dossier des autres infractions, c'est une nouvelle saisine? À mon sens, non. Le tribunal avait été saisi. C'est sur la base de cette saisine que le renvoi a été fait pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur l'inconstitutionnalité ou non de l'article 118 de la loi sur le blanchiment des capitaux. Et c'est dans cette même suite logique que le tribunal a continué de manière administrative à dire que nous ne pouvons pas juger les deux faits en même temps. De mon point de vue, on peut faire un débat juridique jusqu'à demain. Mais est-ce que, substantiellement, le tribunal vient d'être saisi encore? Non. Le RP est juste un répertoire du parquet pour juste savoir quel est le dossier qui passe, parce que c'est le parquet qui gère les dossiers pénaux. Ils doivent savoir quelle est telle infraction donc poursuivie à travers tel dossier. Donc il faut qu'ils le répertorient. C'est pour ça qu'il s'agit de répertoire. Sinon, il n'y a pas une nouvelle procédure. Il y a juste l'ancienne procédure qui a été séparée. Et c'est pour cela que moi, je ne vois pas d'observation particulière par rapport donc à cela. Si vous estimez, la loi vous donne la possibilité de joindre l'exception au fond, puisque même si aujourd'hui on annule, on va revenir en arrière. Pourquoi nous allons perdre tout ce temps? Merci, Monsieur le Président. Le tribunal prend note de vos observations, maître. Monsieur le Président. On va avancer sur cette question-là, si vous permettez. Une notion est intervenue ici à plusieurs reprises, la notion de procès équitable. Le dossier a été appelé la première fois le 15 novembre. Il a fait l'objet d'un renvoi, de multiples renvois, juste pour respecter les droits de la défense du prévenu Tienya, dont les conseils se sont déportés et ensuite se sont constitués aujourd'hui pour soulever à nouveau des questions ou des exceptions. Le tribunal a demandé par jugement avant dire droit au parquet de créer deux nouveaux dossiers en vertu donc de son jugement avant dire droit. Une mesure qui a été matérialisée par la création de RP nouveau. Je pense que, au-delà donc du fait de défendre ici les intérêts des uns et des autres, c'est l'occasion certainement pour nos jeunes frères dans les facultés de droit d'apprendre le droit. Ne nous laissons pas emporter par nos intérêts pour les induire en erreur. La disjonction est une mesure administrative ordonnée ici par un jugement avant dire droit. Le tribunal prend donc en compte les observations de toutes les parties et joint l'exception de nullité soulevée au fond afin donc de permettre la poursuite des débats. Sur ce, M. Tienya Amidou, vous êtes appelé à la barre. Monsieur Tienya Amidou, vous êtes prévenu donc
Vous êtes prévenu donc des faits de faux en écriture publique. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Monsieur le Président, Oui, maître. ce n'est pas pour répondre des faits à la place de M. Théan, mais c'est pour soulever une exception relativement à la première et à la deuxième chef de prévention que vous avez Maître, s'il vous initialement plaît. notifié Maître, s'il à vous votre plaît. bien. Maître, s'il vous plaît. Les dispositions légales vous appellent à soulever de façon simultanée les différentes exceptions. Nous n'allons pas continuer d'exception en exception, finir les débats dans des exceptions et revenir à nouveau à de nouvelles exceptions. S'il vous plaît, maître, si vous avez des exceptions, nous allons les accepter pour la dernière fois et aller directement au fond. C'est la seule Allez-y. exception qui Merci. existe. Je vous remercie. Ok. Il y a mon confrère qui veut m'interrompre. Tu vas exposer ça? D'accord. Monsieur le Président, pour ne pas être un chronophage et pour vous permettre donc d'aller vite comme vous le souhaitez, je ne sais pas s'il faut laisser, lorsque ma cliente sera là-bas, que je soulève mon exception, ou à la suite de ma consoeur, je pourrai justement soulever mon exception, puisque j'en ai une. Donc, je souhaite vous poser ma préoccupation pour que vous puissiez en tenir compte, voilà, pour ne pas qu'on perde du temps. S'il vous plaît, maître, nous avions notifié à l'audience passée les charges à tous les prévenus ici présents dans la salle. Vous n'avez pas formulé d'exception. Et le dossier a été renvoyé à ce jour pour permettre à M. Théan Amidou de se constituer un nouvel avocat, un nouveau conseil, parce que ce conseil s'était déporté. C'est le seul motif qui a justifié le renvoi du dossier à ce jour. À l'audience dernière, vous auriez pu formuler vos observations, ce que vous n'avez pas fait. La parole avait été donnée à tous les conseils de formuler, en fait, si elles avaient des observations à faire, vous avez trouvé à ne pas faire d'observation. Le tribunal se dit surpris ce matin de vous entendre dire que vous avez des exceptions à soulever ce matin concernant votre client. Je peux vous expliquer si vous me permettez? Allez-y. Alors, au niveau de la défense, c'est une organisation. Et lorsque vous avez posé la question, est-ce que la défense a des observations, il limite les litiges. Les consoeurs se sont présentés avec leur exception. Pour moi, ça partait crescendo, puisque vous étiez avec le prévenu Théan. Et c'est lui qui répondait devant vous, en attendant donc que ma cliente se présente. Et lorsque vous allez lui poser des questions maintenant, que moi je formule mon exception. Maintenant, Okay. c'est une exception qui peut être jointe au fond, je précise. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres prévenus qui ont des exceptions à formuler? Je pose donc cette question. Est-ce qu'il y a des conseils, d'autres prévenus qui ont des exceptions ou des observations à formuler? Vous allez donc patienter. Les conseils donc du prévenu Théan vont formuler leurs observations ou exceptions. Et par la suite, vous aurez la parole pour formuler les vôtres également et le tribunal va aviser. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre compréhension. Merci beaucoup. Allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président honorable membre du tribunal. Alors, sur les premières préventions, nous avons noté que M. Théan Amidou est prévenu pour des faits de faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique. La disposition visée par le parquet, les dispositions donc ce sont les articles 373-1, 373-8 et 373-11 du Code pénal. Nous vous faisons observer que M. Théan Amidou est un fonctionnaire de l'État burkinabé, au moment en tout cas où les faits lui ont été reprochés. Donc,
Nous ne pensons pas que ce soit l'article 373-9 qui sied, mais plutôt, sauf erreur du ministère public ou sauf volonté de correctionnaliser une infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement de peine criminelle. Alors, excusez-moi, Monsieur le Président. 173-9, je vais lire sur le truc. Alors, est-ce qualité de fonctionnaire? La disposition qui sert donc, c'est l'article 373-9 qui dit qu'elle est punie d'une peine d'emprisonnement de 11 ans à 30 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux en écriture authentique ou publique, soit par fausse signature, soit par altération d'acte, écriture ou signature, soit par supposition ou substitution de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur les registres ou sur d'autres actes publics depuis leur confection ou leur clôture. Notre code pénal a défini les infractions par catégorie, les crimes les plus graves, les délits et les contraventions. Et du même coup, notre code a aussi défini votre compétence. Et en tant que juridiction correctionnelle, vous n'êtes pas compétent pour connaître des crimes. Vous êtes compétent pour connaître des délits et peut-être d'autres crimes que la loi a définis donc au niveau donc des dispositions réglementant donc les pôles judiciaires spécialisés. L'infraction de faux en écriture publique, le faux criminel et l'usage de faux criminels donc ne sont pas prévus. Et nous demandons donc à votre juridiction de bien vouloir se déclarer incompétent, à connaître donc de ces infractions et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, parce qu'on sait comment ça se passe en la matière. La loi prévoit qu'il faille saisir, renvoyer donc le ministère à mieux se pourvoir, saisir un juge d'instruction, qui après instruction peut saisir donc les juridictions criminelles. Donc voilà essentiellement l'objet de notre propos. En ce qui concerne ces deux infractions, Monsieur le Président, et sous réserve des observations des uns et des autres, nous pourrons revenir pour répondre éventuellement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au nom et pour le compte de ma cliente, je soumets à l'appréciation de votre juridiction une exception de prescription sur un certain nombre de faits qui sont reprochés donc à ma cliente. Mais avant, j'aimerais donc relever, en tant que citoyen burkinabé, et mieux en tant qu'avocat, je suis contribuable. Je paye des impôts, je paye des taxes. Et lorsque j'entends que les taxes que je souffre dans mon cabinet pour collecter, disons, les sommes d'argent que je collecte et que je paye les impôts, quand j'entends que ces sommes sont détournées, je suis choqué. Mais ce choc ne m'empêche pas donc de faire mon travail, puisque défendre, c'est ça mon travail. C'est pourquoi donc je plaiderai donc pour ma cliente, mais ma seule boussole sera la loi et le droit. Cela dit, Monsieur le Président, je vous prie donc de bien vouloir noter une exception de prescription sur 2 chèques dont les sommes sont reprochées à ma cliente, Madame Tarpaga Néouedraogo Petroni. Alors, il s'agit de quoi exactement, Monsieur le Président, Monsieur les juges? Il s'agit d'abord du chèque trésor numéro 45 16 56 5 du 26 octobre 2018 d'un montant de 8 400 000 francs CFA qu'elle allait retirer donc au trésor. Je précise 8 400 000 francs CFA en 2018. Ça, c'est le premier chèque donc. Alors, quand on prend les dispositions donc de l'article 121-1
du Code pénal, combiné aux articles 332-17 du même Code pénal, vous vous rendrez compte qu'en matière délictuelle, la prescription elle est acquise à partir de 3 ans, à compter de la commission de l'infraction. Alors, ce chèque de 2018, est-ce que lorsqu'on fait la computation des délais, ce chèque-là a dépassé les 3 ans, puisque l'infraction qu'on lui reproche, ce n'est qu'en 2024 donc qu'on lui reproche ce fait-là. Alors que de 2018 donc à octobre 2024, il y a de cela 6 ans. Donc nous sommes largement au-delà donc de la prescription triennale prévue donc par les dispositions que j'ai citées. Et vous combinerez donc les dispositions que j'ai citées aux dispositions de l'article 220-2 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux dispositions de l'article 220-3 du même Code. Et vous tirerez la conséquence juridique que par rapport donc à ces faits-là, il y a une prescription. Puisque lorsque vous lirez donc l'article 332-17 du Code pénal, vous vous rendrez compte que lorsque le document des deniers publics est inférieur ou égal à 10 millions, la peine encourue donc c'est de 5 à 10 ans. Et 5 à 10 ans, si vous répartez donc au niveau de l'article 121-1 du Code pénal, vous vous rendrez compte que ce sont des peines délictuelles. Et comme c'est un délit, ça se prescrit par 3 ans. Donc voici donc ce premier fait-là. Pour les faits donc, tous les faits qui lui sont reprochés sur la base de ce chèque trésor de 2018, il y a prescription pour moi. Je vous prie donc de bien vouloir noter cela. Aussi, il y a un autre chèque, le chèque, notamment le chèque numéro 51, 63, 100, d'un montant de 3 275 000 francs CFA, du 26 octobre 2021. On lui reproche donc également par rapport donc au fait de ce chèque. Mais vous vous rendrez compte que la procédure initiée en 2024, 2021, il y a de cela 3 ans révolus avant donc la poursuite, puisque pour moi, le premier acte de poursuite du parquet la concernant date donc du 8 novembre 2024. Et donc si vous prenez 26 octobre 2021 au 8 novembre 2024, 3 ans se sont écoulés. Et le montant également, 3 275 000 francs CFA. Vous vous rendrez compte aisément en lisant les dispositions de l'article 332-17 du Code pénal qui concerne le détournement des deniers publics là et les infractions qui suivent subséquentes de mois. Vous vous rendrez compte qu'également, là également, il y a prescription parce que 3 ans se sont écoulés avant donc l'acte de poursuite. Monsieur le Président, pour ne pas donc dévorer le temps, voici l'exception que j'avais à soumettre à votre appréciation. Et je vous demande très respectueusement de bien vouloir l'accueillir comme étant bien fondé, parce que lorsque des juristes se réunissent avant tout, c'est pour célébrer le droit, c'est pour honorer le droit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le tribunal prend note de vos observations et exceptions. Le parquet entend réagir. S'il n'y a pas de réaction, nous allons... Oui. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public pense que les 2 exceptions qui viennent d'être soulevées par les conseils du cher Thénia et de Mme Pétroline Tarpaga doivent être déclarées irrécevables. En ce sens que vous avez, à l'audience passée, on a eu le temps d'écouler toutes les exceptions qui devraient être soulevées. Et à l'occasion, il y a eu que l'exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée et qui a donné lieu à un JADD, et nous en avons discuté ce matin. Et donc, nous pensons que c'est suffisant. Puisque s'il était, la loi prévoit que si vous devez soulever des exceptions, vous devez les faire en même temps. On ne va pas les égrener à compte-gouttes. Bien sûr, on sait tous, on ne s'en cache plus qu'il y a la volonté du dilatoire.
Mais vous êtes un tribunal, on ne doit pas pouvoir permettre qu'on puisse égrener les exceptions de procédure de cette manière-là. Et à partir du moment où il y a déjà un GADD qui a pris en compte l'exception passée, tout ce qui a été fait après doit être déclaré justement irrécevable. Mais si d'aventure, il vous vient de dire que ce sont des exceptions qui peuvent être reçues, le ministère public fait noter que d'abord sur les faits de... Je termine par le conseil de Madame Tarpaga. Je commence par lui plutôt. Alors là, vous voyez qu'il vit des chèques. Quand vous prenez l'acte de poursuite, l'acte de poursuite ne parle pas de chèques. Il est dans le dossier, il ne parle pas de chèques, il parle de faits. Évidemment, il y a des chèques qui font partie, mais il y a bien d'autres chèques qui ont été. Peut-être que quand il s'agira de faire la comptabilisation donc, des éléments, lorsqu'il s'agira peut-être de faire le point sur les préjudices, on pourra revenir sur les chèques et les autres éléments. Mais pour le moment, dans l'acte de prévention, il n'est pas fait référence à un quelconque chèque. Donc pour nous, ça ne semble pas tenir la route. Voilà. Alors, sur la préoccupation toujours des conseillers de Tchenya, bon, vous-même vous voyez que c'est vraiment, ça va être la troisième exception soulevée l'une après l'autre. Bon, c'est le président. Évidemment, sur le caractère irrécevable, j'ai déjà parlé de ça, mais sur le fait du caractère de votre incompétence. Alors, là je vais préciser quelque chose. Quand il pense qu'il faut lire la loi, quand on nous dit, ministère public, on n'a pas de base légale, ce que j'ai aimé dans leur intervention au tout début, ils ont dit que la loi pénale est d'interprétation stricte. D'abord, ce n'est pas exact, c'est la loi pénale de fond qui est d'interprétation stricte. Ce n'est pas la loi pénale de procédure ou de compétence. Donc c'est une erreur déjà. Mais à supposer que ce soit d'interprétation stricte, lisez l'article 4 de la loi 605 qui origine le code, qui donne clairement la compétence du tribunal, du pôle spécialisé en matière d'infraction économique et financière. Et bien entendu, l'infraction de faux qui a concouru soit à la corruption, au détournement ou toute autre infraction liée aux infractions économiques et financières et à la criminalité organisée, le pôle est amplement compétent. Et je voudrais, avec votre permission, rappeler utilement votre jurisprudence, parce que ce n'est pas la première fois que votre tribunal connaît de ces faits pareils. La jurisprudence Vincent Dabilgou, il y avait aussi eu des faits de faux en écriture publique, et vous êtes déclaré compétent. Donc sur la base donc, de cette jurisprudence-là, qu'il vous plaise, rejeter purement et simplement cette exception d'incompétence soulevée par les conseils de Tchenya, et donc vous déclarez compétent. Et qu'en définitive, on puisse clore vraiment cette page des exceptions afin de pouvoir aller au fond. Je pense que tout le monde doit, ceux qui reconnaissent les faits, doivent être suffisamment pressés aussi de pouvoir évacuer ce qu'ils ont. Si tant est que c'est un aveu sincère. Parce qu'on a l'impression qu'on a dit on reconnaît les faits, mais on fait tout pour qu'il n'y ait pas de jugement. Ça me semble quand même voilà une chose et son contraire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président, en 2 minutes chrono, alors je vais quelque chose ajouter par rapport donc, à l'exception soulevée. Alors, il faut noter que pour l'exception soulevée par le conseil de M. Tchenya, le collègue a vraiment épuisé la question. Alors, si vous décidez effectivement de retenir donc l'exception, vous allez noter que votre jurisprudence en la matière est de tenir votre compétence donc, pour des faits pareils. Il faut noter que les questions de compétences matérielles sont d'ordre public. Et que même si aucune des parties donc, nous la soulève, vous avez l'obligation donc de vous y prononcer. Et votre jurisprudence en la matière est très parlante, comme il a indiqué le dossier d'Abilgou que tout le monde connaît. Alors, par rapport à la deuxième exception soulevée par le conseil de Madame Tarpaga, il faut noter que le faux reproché à Madame, ce n'est pas le faux sur le chèque incriminé cité par son conseil. Elle a été auditionnée au parquet et elle a clairement déclaré que les faits dont on lui reproche datent de 2022. Si vous prenez la prévention sur le détournement des deniers publics, il s'agit de 2 chèques de 10 millions qui font un cumul total de 20 millions. Et ce chèque, elle a tiré ce chèque en 2022. Vous pourrez peut-être lire au passage son notificatoire au parquet, c'est assez clair. Les chèques de 8 millions et combien de millions évoqués par son conseil ne sont pas effectivement pris en compte dans sa poursuite. C'est plutôt des chèques de 2022. 2 chèques de 10 millions, voilà, 2 chèques de 10 millions chacun qui font un cumul donc de 20 millions. Et ça, c'était en 2022. Donc pour nous, il n'y a pas de prescription donc, dans ce dossier. Merci, Monsieur le Président. Le
Le tribunal prend note de vos observations, monsieur le procureur. Autre réaction? Oui, allez-y, maître. On y va un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal. Je suis le conseil de Ouedraogo Salifou. Et je n'avais pas d'exception particulièrement à soulever, mais j'avoue que l'intervention du parquet me met un peu perplexe. J'explique. Vous savez, dans ce dossier, on parle de la défense. Nous défendons des clients différents. À partir de ce moment, chacun a sa ligne de défense. Lorsqu'on a soulevé l'exception d'incompétence, j'ai regardé, j'ai été interpellé pourquoi. Si vous regardez la loi par rapport au faux en écriture publique, le faux est une infraction tantôt délictuelle, tantôt criminelle. Et c'est une exception en fonction de ce qu'on a visé qui peut nous concerner tous, en tout cas en ce qui concerne mon client. Dans le dossier, j'ai vu que le parquet a visé 373-11, qui est délictuel. De prime abord, personnellement, je n'entends pas soulever une exception d'incompétence. Mes conseils ont expliqué qu'en réalité, il s'agit d'une erreur. J'ai bien entendu que c'est 373-10. Si vous avez regardé, 373-10 est une infraction criminelle. Moi, j'attendais une clarification de la part du parquet pour nous dire si c'est réellement 373-11 délictuel qui est visé, il n'y a pas de problème. Mais si, en réalité, ils entendent rectifier pour viser 373-10 parce que c'est des agents publics, à ce moment, j'ai également un problème. Et je termine en disant que si vous regardez la loi, les articles 4 et 5 sur les pôles ECOFI, vous verrez que le faux ne fait pas partie de ces infractions assimilées-là, qu'on a essayé de correctionnaliser. Le faux n'en fait pas partie. Je ne vais pas lire, pour ne pas être long, mais vous avez la disposition. Votre juridiction ne connaît que le faux délictuel. Si on poursuit le faux en ses aspects criminels, à ce moment, ça va relever de la chambre criminelle. Donc, moi, je pense que cette question est importante, que le parquet doit nous situer tous, parce qu'on a les actes de poursuite. Moi, j'entendais m'en tenir à ces actes. Mais étant entendu que la question a été soulevée, ils se doivent quand même de nous préciser qu'est-ce qui est poursuivi devant votre juridiction. Je vous remercie. Maître, c'est une observation ou c'est une exception? Je dirais que c'est une observation et j'interpelle le parquet parce que ça peut être une exception. Il est bon que le tribunal sache ce que votre position. C'est une observation ou c'est une exception, maître? Monsieur le Président, si tel est que c'est article 373-11 qui est visé, mon client est poursuivi pour un délit. Je ne peux pas soulever une exception d'incompétence parce que vous êtes bel et bien compétent. Maintenant, si le parquet s'est trompé et dit que, en réalité, c'est peut-être une erreur matérielle, mais c'est article 373-10 que j'entends invoquer parce qu'il arrive souvent, à ce moment, même dans mes plaidoiries, je pourrais revenir sur cette exception d'incompétence parce qu'elle est d'ordre public. Le tribunal prend note de vos observations, maître. Je pense que nous allons arrêter maintenant, s'il vous plaît, et puis aller à l'essentiel. Le tribunal va joindre donc les exceptions d'incompétence soulevées et également l'exception de prescription soulevée également par
le conseil du prévenu Tarpaga Ouedraogo Petronil au fond pour être décidé par une seule et même décision. Merci. Sur la question de la prescription. Oui, la question, le tribunal vient de l'évacuer. Merci. Oui, nous revenons donc à la prévention. Au prévenu Tenya Amidou. Oui, monsieur Tenya Amidou, sur les faits de faux en écriture publique, expliquez-nous ce qui s'est passé. Okay, merci, Monsieur le Président. Allez-y, le tribunal vous écoute. Ok, il y a un adage amoré qui dit que... Laissez les adages aller au fait. Oui, mais il faut que je le dise. Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Et... Quand on va se retrouver au village sous la Bapala, on va revenir aux adages. Oui, excusez-moi. Vous comprenez? Ah, oui, oui. Allez directement au fait, s'il vous plaît. Ok. Monsieur le Président. Vous voudriez bien faire du silence dans la salle, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Nous ne sommes que des agents exécutants. Et nous exécutons des ordres venant de nos supérieurs hiérarchiques. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro de vous? Il dit, Monsieur le Président, nous sommes des agents exécutants. Et nous exécutons des ordres venant directement de notre supérieur hiérarchique. En ce qui concerne le faux en écriture, ou bien le faux bon, je peux dire que M. Tenya, présent devant vous, n'a jamais imité un chèque trésor de mon propre gré. Nous avons un commanditaire, ou bien bon, mon chef de service. Et tout est fait, tout ce qui est fait, il est au courant de tout. Votre chef de service, c'est qui? Monsieur Yeyake Kami. Et ça veut dire, je travaille même sur plusieurs chefs. Yeyake Kami et Yumu Amidou. L'autre, c'est qui? Yumu Amidou. Ils sont qui pour vous? Ou alors ils étaient qui pour vous? Yeyake Kami, c'est le directeur de la gestion des finances. Le DGF? Le DGF du ministère de l'Action humanitaire. Et M. Nyumu? M. Nyumu est le chef de service de la commande publique. Oui, allez-y. Par rapport au faux en écriture, moi, M. Tenya dispose des chèques. J'ai des chèques à mon niveau. Et ces chèques, souvent, sont signés par le DGF et laissés à ma disposition. Et à sa nomination, si vous voyez, il a été nommé le 7 novembre 2023. Monsieur Tenya, oui. On va aller de façon méthodique. Vous avez travaillé sous M. Yekami, oui. Et vous avez travaillé en collaboration avec M. Nyumu Amidou. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon distincte comment est-ce que cela s'est passé? Avec telle personne, voilà ce qui s'est passé, et avec telle autre personne, voici ce qui s'est passé. Oui. Est-ce qu'on peut aller sur cette démarche? Oui. Allez-y. Ok, je prends d'abord sur Nyumu Amidou. Allez-y. Lui, c'est le chef de service de la commande publique qui m'envoie chaque fois les contrats à payer, parce que ça ne passe pas par Yekabi Yake, et des contrats inachevés. Et quand j'appelle le DGF, il me dit de les payer. Et je paye sous son ordre, et après, il vient pour compléter les pièces justificatives. C'est quoi un contrat inachevé?
Non, je viens. S'il vous plaît, c'est quoi un contrat inachevé? C'est quoi un contrat inachevé? Le dossier n'est pas prêt pour le paiement, mais on m'oblige à le payer. Oui. Vous voyez, on n'est pas tous techniciens. Oui. Il faut nous expliquer en français facile ce qui nous est accessible. On peut aller sur cette base? Oui. Voilà. Donc, vous allez doucement parce que note est prise de vos déclarations. OK. Voilà. Et pour nous permettre également aussi donc, de retenir quelque chose dans vos explications. OK. Parce qu'en matière de commande publique, Monsieur le Président, il y a la nomenclature des pièces justificatives qui est là. Et en fonction de ça, le contrat doit être payé si toutes ces pièces sont existantes. Mais M. Nyoumou m'envoie des contrats inachevés et le DG m'oblige à les payer. Et tout le temps, il est dans mon bureau pour fouiller, pour pouvoir compléter ces pièces. Allez-y. OK. Je reviens à mon directeur financier qui a pris service le 3 mars 2023. Et quand il a pris service, il y a eu fusion. Bon, il y avait bon. Le ministère était scindé en deux. Il y a eu fusion. Et on a mis tous les ministères ensemble. Il y a eu des comptes qui ont été même annulé par le DGF, mais mon compte était le plus gros compte du ministère, où j'avais tout à ma disposition. Les chèques, c'est moi je les dispose. Je suis le co-signataire. Camille Yaké est le signataire, puis moi je suis le co-signataire. Il arrive des fois que Camille Yaké part en mission, soit à Koudougou, ou bien à Bobo, et il signe des chèques et laisse à mon niveau. Allez-y. Et souvent, il met sa signature sur des feuilles blanches qu'il laisse à mon niveau. Vous voulez dire un spécimen de sa signature? Oui, oui, sur une feuille blanche. Allez-y. Donc, tout ce que je fais de ce qu'il a laissé, s'il vient, je le rends compte. Parce qu'entre Camille et moi, la conversation se ferait de façon verbale dans son bureau. Je vous écoute, allez-y. Et on a procédé de cette manière, Monsieur le Président. Monsieur Camille Yaké a trouvé qu'il était nécessaire de me reconduire comme gestionnaire parce que je faisais son affaire. Oui. Parce que tous les chèques tirés à mon nom, il est au courant de tout. Dans le souci d'améliorer la partie... Sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sous le coparrainage de Monsieur le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat,